Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Et ce soir, au programme, et il est chargé, on va lancer la magie de Noël sur notre antenne. Et cela grâce à l'Hivernal Festival, le petit frère du Festival international du film d'animation qui débute d'ailleurs en cette fin de semaine. On ira ensuite au cœur du Grand Genève, au sein duquel l'association Genevois sans frontières prend un virage historique depuis sa création. On y revient dans quelques minutes. Et enfin, on prendra une grande inspiration pour faire un tour en station, car dans quelques semaines, Arèche-Beaufort accueille la 3e édition des Safety Shred Days. On y revient en fin d'émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence comme tous les soirs avec les titres de l'actu. Salut Manu. Ça va Seb? Ça va, en forme. Et avec toi ce soir, on s'intéresse au Léman Express. Oui, et J-12 avant la mise en service du Léman Express, mise en service très attendue. En attendant, Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, a organisé un après-midi spécial hier après-midi pour présenter les mesures de sécurité, les mesures de police qui vont intervenir avec la mise en service de ce nouveau réseau. On sait, il y a 2 pays, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a donc eu un voyage entre La Roche-sur-Fonds et Annemasse, et Jean-Paul Crespi était du voyage. Puis un deuxième titre ce soir à l'actualité, un sujet qu'on a tous rêvé de traiter un jour, mais bon, notre rigueur journalistique fait qu'on ne pouvait pas. C'est notre rédactrice en chef qui allait y boire des coups. Oui, Fanette Debuisson pour sa série consacrée aux brasseurs savoyards. Tu as parlé d'Arèche-Beaufort, là ça se passe à Arèche avec 3 associés qui se sont lancés dans cette aventure. Une brasserie bien sympathique, on verra donc ça avec Fanette Debuisson. Je suis d'ores et déjà jaloux. Merci beaucoup Seb, je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité. Michael Marin est parmi nous. Bonsoir Michael. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Citia, organisateur du Festival international du film d'animation et vous avez créé il y a quelque temps justement son petit frère, version hivernale, l'Hivernal Festival. Question bête, il y avait trop de contenu pour un seul événement? Alors, il y a beaucoup de contenu, mais surtout l'idée et la volonté que nous avions avec l'équipe, c'était de créer un autre temps fort autour du cinéma d'animation, mais un temps fort complètement dédié à la population locale, au local. Et c'est pour ça que nous avons souhaité créer ce nouvel événement. Et puis symboliquement, en 2020, nous fêterons les 60 ans du festival. Et nous avions à cœur de commencer les festivités avec les Annéciens et les Annéciennes. Justement, remettre finalement les habitants, les Annéciens et les Annéciennes au cœur du festival. C'est vrai que chaque année, on a l'habitude de les voir fuir au moment du festival, mettre leur appartement en location. Aujourd'hui, ce n'est pas le but, vraiment. En tout cas, on essaye, et nous l'avons fait déjà en juin dernier, d'amener plus de contenu, de faciliter l'accès à la population au festival au mois de juin. Et nous le ferons d'autant plus pour le 60e anniversaire. Je précise que nous avons lancé il y a quelque temps une opération un peu spéciale puisque un Annécien ou une Annécienne pourra être membre d'un jury pendant le festival. Nous avons lancé cette opération la semaine dernière. Et puis, avec l'Hivernal, c'est un moment privilégié où on va montrer des films qui ont été primés, nos coups de cœur de juin dernier. Et puis, on va rajouter des avant-premières parce que la période se prête bien à l'animation et de la réalité virtuelle, des ateliers, voilà, beaucoup d'activités pour les familles ou pour des cinéphiles plus adultes, plus avertis. Alors, ça commence vendredi soir, c'est déjà Noël avant l'heure, du coup. Oui, nous essayons. C'est vrai que c'est la période. On commencera d'ailleurs avec, dès vendredi, il y aura des projections, notamment avec Klaus, qui est le long métrage d'animation Netflix. Et puis, pendant 3 jours, nous aurons des nouveautés, des avant-premières comme Sam Sam ou Vic le Viking. D'autres films qui ont été notamment primés. On peut penser à J'ai perdu mon corps, Les Hirondelles de Kaboul qui était en sélection officielle, Marona aussi qui est un très très beau film, du court-métrage jeune public, des séances gratuites. Donc on a essayé de faire le meilleur, un condensé
voilà, de ce qu'on avait envie de partager avec le public local. On garde le même ADN finalement, l'amour de la belle animation, les films privés, le concours, les avant-premières. On garde un petit peu finalement toute cette renommée, cette structure du Festival international et on le remet un petit peu plus entre nous, entre guillemets. On garde l'ADN et c'est aussi la richesse et la diversité de l'animation contemporaine. C'est à la fois effectivement des films famille, indépendants, européens ou des grosses machines voilà, plus importantes de studios hollywoodiens. Et puis c'est aussi du court-métrage, des rencontres. On aura aussi des ateliers avec l'atelier d'animation d'Annecy qui travaillera aussi avec nous sur cette opération. Donc voilà, on garde cet ADN de qualité d'animation. Voilà, on a essayé de poser une ligne éditoriale qui est assez proche de ce qu'on peut proposer au mois de juin et d'avoir voilà, ce temps privilégié qui annoncera les festivités et puis nous continuerons toute l'année avec d'autres avant-premières. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place cette année et ce que nous ferons dans le futur. Alors ça en rajoute une couche sur l'assise d'Annecy comme capitale mondiale du film d'animation. C'était nécessaire aujourd'hui. Il y a d'autres lieux dans le monde qui sont justement aux avant-premières. Annecy, il est plus nécessaire de faire la pub. Oui et non. En tout cas, il y a bien sûr qu'il y a d'autres villes qui ont aussi de l'animation comme ADN ou des villes qui accueillent des studios d'animation où il y a de la production. Mais c'est vrai qu'Annecy, c'est particulier. Dans la profession et dans l'industrie, c'est le plus grand festival, l'événement le plus important, qui a vraiment gagné en notoriété ces dernières années, notamment aussi grâce à l'essor du long métrage d'animation. Mais on a toujours envie de développer. Et puis on a un projet qui va arriver en 2023 de Cité du cinéma d'animation. Donc c'est important aussi de créer une relation nouvelle avec la population locale dans la perspective de ce projet qui sera assez unique au monde. Justement, il y a toutes les planètes qui s'alignent en ce moment, les 60 ans du festival, la création de l'hivernal, cette cité de l'animation. Aujourd'hui, on voit vraiment le futur de notre collectivité comme vraiment un des pôles mondiaux. En 2023, on sera tout bien ou il restera encore beaucoup de choses à faire? Il y aura toujours des choses à développer, mais ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on va fêter les 60 ans du festival, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en 60 ans, grâce à l'apport et à la vision des collectivités qui ont vraiment investi de manière durable sur le projet et sur l'animation à Annecy, c'est vraiment une vision qui a été partagée par différentes collectivités sous l'impulsion des élus. 60 ans après, on a aujourd'hui un écosystème annécien qui est exceptionnel, unique au monde, envié par beaucoup de territoires, effectivement avec un événement qui est aujourd'hui le porte-étendard, des formations, un lieu comme les papeteries, des studios qui sont implantés, demain une cité du cinéma d'animation avec des activités voilà, qui seront développées. Et c'est vrai que c'est assez unique et ça permet aussi de développer de l'emploi, de l'image. Et je trouve que c'est une belle image pour notre ville. On le sait, les équipes de City ne s'embêtent pas tout au long de l'année. Ça rajoute encore des événements, des échéances. Vous êtes prêts aujourd'hui à quelques jours du début ou il reste encore quelques petits réglages? On est prêt parce que l'équipe est assez exceptionnelle, qu'elle a la capacité d'organiser un événement aujourd'hui qui rassemble 12 000 accrédités en provenance de plus de 90 pays. Donc oui, nous sommes prêts et c'est vrai que nous sommes assez excités parce que c'est un nouveau projet. C'est un projet qu'on fait pour le territoire. Il ne faut jamais oublier que contrairement peut-être à d'autres événements, l'équipe est installée à Annecy. Donc nous vivons sur ce territoire et nous avons à cœur de le développer. Et c'est une de nos plus belles récompenses, c'est de croiser des habitants qui partagent dont on voit la satisfaction et la joie quand ils découvrent des œuvres, voilà, des œuvres, des longs métrages, des courts métrages, des talents. Et c'est ça qu'on a envie de partager avec la population. Là, aujourd'hui, tout est accessible. Il n'y a pas forcément besoin de réserver ou quoi que ce soit. Comment ça va se passer? On a un tarif qui est unique sur l'ensemble des salles, un tarif à 6,50 € et 4,50 € en tarif réduit. Il reste encore des places. On peut aller dans les différentes salles partenaires pour acheter ces billets. Et d'autres séances sont aussi gratuites, notamment les séances de court-métrage. Donc j'invite le public, notamment sur les réseaux sociaux, à suivre le festival avec toutes les informations pratiques pour vivre le premier hivernal.
Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Je vous Michael. remercie. Bon courage et Merci. plein de réussite pour cette Merci. première édition. Merci. Au revoir. À bientôt. Puis j'invite tout de suite notre deuxième invité ce soir, Paolo Lupo, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des Jeunes Voix sans frontières. Oui, Alors, absolument. on n'a pas forcément l'habitude d'en parler, même si on vous avait déjà reçu à cette même place. Une association créée en 2013 par oui. 5 personnes, alors issues du Parti démocrate chrétien, le PDC, donc mouvement politique suisse. Aujourd'hui, vous avez décidé finalement de prendre un grand virage et de renoncer à cette étiquette politique. Alors avant d'y venir vraiment dans les détails, on va rappeler un petit peu l'émission de l'association. À la base, c'est pour donc les Genevois expatriés côté français, c'est bien ça? Alors effectivement, on note aujourd'hui qu'il y a entre 40 et 50 000 Genevois qui habitent en France. C'est le mal-logement qui existe à Genève depuis un certain nombre d'années qui les conduit. Mais c'est aussi des problématiques financières qui conduisent un certain nombre de familles, jeunes familles avec un enfant supplémentaire, familles issues du divorce, à s'installer en France voisine. L'association donc a pour but de veiller à la conservation d'un certain nombre de droits, puisque ces personnes continuent à voter pour la plus grande partie à Genève, ce sont toujours des citoyens genevois, et d'autre part, ils continuent à payer leurs impôts à Genève. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Alors aujourd'hui, justement, vous avez choisi de renoncer à cette étiquette politique. C'était plus en phase avec votre combat ou c'était pour parler à un plus grand nombre? Bien, je crois que les personnes qui nous suivent ont pu observer que depuis 2011, nous étions acteurs au moment des élections, que ce soit des élections cantonales ou des élections fédérales. Et effectivement, cette année, nous n'étions plus présents sur le terrain. Donc nous n'avons pas réussi à mettre en place un programme qui concerne ces Suisses qui habitent en France voisine avec le Parti démocrate chrétien. Je crois qu'il faut le dire clairement. C'est un sujet qui est devenu particulièrement sensible à Genève, la question du transfrontalier. Et dans ce transfrontalier figurent également ces Suisses qui habitent en France voisine. Alors justement, il y a quelques années, vous participiez à des débats politiques, à des actions militantes sur le terrain. Vous avez même, vous étiez engagé au sein du PDZ par l'élaboration et la diffusion de programmes électoraux. Ça veut dire que ça, maintenant, on fait table rase. On va continuer les actions concrètement? Alors pas du tout. On ne va pas s'arrêter et on va continuer simplement de manière transpartisane. C'est-à-dire que Genevois sans frontières, comme vous l'avez évoqué, s'est spécialisé dans le fond comme étant un peu un trublion auprès des autorités genevoises, mais également côté français, pour construire un Genève qui corresponde mieux aux attentes de la population. Nous allons continuer. Nous allons, dans le courant de l'année prochaine également, questionner le sujet de la représentation politique au sein du Grand Conseil genevois. Plus de 10% de la population habite en France voisine et il n'y a aucun député du Grand Conseil qui habite en France voisine, ce qui est étonnant. Alors, pour autant, ça veut dire que le dialogue est coupé. Les Genevois qui résident en France ne sont pas entendus, ou en tout cas ne sont pas pris au sérieux. Je vois notamment les dernières mesures avec les écoles suisses qui ne veulent plus accepter les enfants dont les parents sont ressortissants suisses, mais habitent en France. Il y a encore beaucoup de points sur lesquels il faut travailler aujourd'hui. Oui, effectivement. Depuis le malheureux vote des P+R de 2014, on a une liste de mesures qui peuvent ressembler à des mesures discriminatoires à l'encontre des travailleurs frontaliers suisses, mais également européens. C'est une liste un peu à la Prévert qui n'a plus de sens aujourd'hui. Et nous pensons qu'il convient aujourd'hui de se recentrer sur des valeurs communes au sein du Grand Genève et puis surtout de porter le mieux vivre ensemble. C'est une agglomération qui a une histoire centenaire, multicentenaire même. Genève, le canton de Genève n'aurait pas pu se rattacher à la Confédération sans la donation de plusieurs dizaines de communes pour établir un canton qui est une frontière avec la Suisse. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui est étroitement liée
Le canton de Genève ne peut pas se passer des compétences venant du côté français. Il en a besoin, c'est un fait établi. Et de l'autre côté, on voit bien que toute une partie de l'essor et de la dynamique régionale vient de ce pôle central qui est dynamique. Alors c'est un thème qui est plus que jamais aujourd'hui d'actualité. Pourtant on a l'impression que c'est toujours très très difficile, même si nombreux sont les élus qui parlent du Grand Genève, de cet espace transfrontalier, de la suppression des frontières. Dans les faits, on trouve quand même qu'il y a de nombreux exemples où finalement c'est un peu chacun chez soi. On a le Léman Express qui va arriver notamment d'ici quelques jours, on va en parler dans le journal télévisé. Ah oui. Est-ce que finalement ce trait d'union, il n'est pas symptomatique? C'est un superbe exemple, mais notamment on avait l'exemple des conducteurs des rames suisses qui doivent s'arrêter à la frontière pour changer de train parce qu'ils ne peuvent pas, pour des accords syndicaux, exercer en France, conduire les trains en France. Ça paraît aujourd'hui presque risible comme ce genre de situation. C'est vrai que ce sont des situations qui serait digne d'un film de Hulot. C'est tout à fait vrai. Alors effectivement, on a une frontière aujourd'hui qui a encore ces dimensions clivantes. À Genevois sans frontières, nous dénonçons dans le fond ces clivages et nous souhaitons plutôt une frontière qui soit une valeur ajoutée dans ces démarches. Donc on a des solutions qui sont en train d'être étudiées au niveau européen. Les questions transfrontalières, des agglomérations transfrontalières sont très intéressante pour l'Europe, puisque ce sont ces pôles économiques qui dégagent le plus de croissance. Il y a des solutions juridiques qui peuvent s'appliquer pour les porteurs de projets. Il faut simplement avoir une volonté politique et surtout une dynamique. Alors, volonté politique ou apolitique, du coup? Là, c'est une volonté politique, puisque la gouvernance du Grand Genève est quand même portée par le président du Conseil d'État du canton de Genève. Bien entendu. Donc la notion d'exemplarité dans ce contexte doit être portée par Genève. Vous me le disiez en préparant cette émission, justement, vous venez de proposer, en tout cas ces dernières heures, puisque la news est toute fraîche, la création d'un Parlement du Grand Genève. Alors, comment déjà vous en êtes venu à cette conclusion? Alors, tout simplement en observant le fonctionnement de la gouvernance du Grand Genève. On voit que la société civile aujourd'hui, si elle est présente au sein des instances de gouvernance, est extrêmement peu écoutée. On voit très bien que sur les 14 propositions qui ont été faites il y a quelques années pour créer une dynamique, un ADN du Grand Genève, eh bien, on voit très bien que 2 seulement se sont dégagées. Parmi l'une d'entre elles, anecdotique, c'est le CEVA. Entre autres. Voilà, donc ça fait 100 ans qu'il est attendu. Et puis la deuxième, c'est au travers de la course de l'escalade, où on voit que cette dynamique, elle vient surtout des élus français qui courent. Madame Virginie Duby-Muller court régulièrement dans cette course de l'escalade, comme d'autres sénateurs, etc. Donc on voit qu'il y a une écoute qui est insuffisante de la part de cette gouvernance du Grand Genève. Nous souhaitons aujourd'hui que le Grand Genève se dote non pas d'une constitution, puisqu'il s'agirait d'une démarche difficilement mise en place pour 2 pays, mais d'un cadre, d'une charte commune du Grand Genève qui permettrait en tout cas de fixer les attentes populaires. Pour ce faire, il faut à un moment donné élire des citoyens qui sont choisis par d'autres citoyens et qui ont pour objectif de livrer cette charte commune du Grand Genève au Parlement genevois. Et bien entendu, on suivra ça de très très près. Merci en tout cas, Merci. Paolo Lupo, d'avoir répondu à nos questions. Je vous garde encore une petite minute, puisque vous le savez, c'est l'heure de la revue de presse et on en parle en ce moment. Une revue de presse spéciale Léman Express, car oui, on arrive à quelques jours seulement de la grande inauguration, mais déjà la grogne monte parmi les riverains du tracé, et notamment côté français pour commencer. L'association des riverains du CEVA a reçu cette semaine la visite de plusieurs experts du bureau d'études pour réaliser une étude sur les vibrations, car oui, à peine les premiers tests des rames effectués, nombreux sont les habitants à s'être plaints de nuisances sonores et sensorielles. Les experts ont pu donc voir en direct l'eau bouger dans des verres chez des habitants au passage d'un train. Et encore, on n'en est pas au cadencement de un train toutes les 5 minutes. Des capteurs qui vont donc être mis en place dans les
prochaines semaines dans les maisons afin d'étudier sérieusement le problème. Quant à l'association, elle indique ne pas rester inactive et organise déjà ce 10 décembre prochain une réunion d'information. On n'est pas encore à l'inauguration et déjà on a plusieurs associations qui se montent contre. Ça vous évoque quoi ça aujourd'hui ? Bien, je suis convaincu que les phases de test ont en tout cas une grande qualité, c'est de mettre en avant un certain nombre de problèmes avant que l'exploitation n'arrive. Donc il reste encore jusqu'au 15 décembre pour en résoudre un certain nombre. Alors, espérons que ces associations soient entendues. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et pour être totalement objectif, justement, on va passer côté Suisse, où là aussi, il y a un petit peu de grogne avec une série de 4 articles de nos confrères de la Tribune de Genève sur les quartiers totalement chamboulés par le Léman Express, à commencer par les alentours de la gare des Eaux-Vives, où les habitants ne souhaitent plus aujourd'hui que l'arrêt des travaux. Plusieurs gérants de commerce du quartier sont en effet au bord de la faillite à cause des travaux donc, qui bouchent leur devanture et redirigent les piétons. Pour autant, mauvaise nouvelle pour ces riverains, les travaux d'aménagement devraient se poursuivre jusqu'à l'horizon 2024 avec la mise en service de la voie verte. Mais avant cela, il faudra tout d'abord construire une nouvelle comédie, 340 logements, des crèches, des équipements sportifs, des espaces publics dédiés. Tout un programme, mais sur place, on n'a pas forcément... j'ai l'impression qu'on a du mal à se projeter. Finalement, les problèmes ils sont similaires côté suisse, côté français, mais ce n'est pas pour ça non plus qu'il y a des associations communes qui régissent et qui se plaignent des deux côtés. Il y a encore un petit peu avancé du coup ? Oui, 2 ans de travaux, c'est insupportable pour tout le monde, hein. Surtout pour les commerçants qui voient leur chiffre d'affaires fortement diminuer. Cela étant, je me pose la question quand même si dans le phasage des travaux, la question des publicités, de l'accès à ces commerces a été clairement traitée. J'ai eu l'occasion de me déplacer aussi bien aux Eaux-Vives qu'à Annemasse. C'est vrai que ça ressemble un peu à des zones de guerre. Voilà, j'espère que l'avenir sera un tout petit peu plus prometteur, surtout que ce sont des pôles commerciaux intéressants qui vont se dégager autour de ces gares. Et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Gilles Loupo, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Bon courage pour la suite. Merci. Et les prochaines semaines qui s'annoncent chargées, j'imagine. C'est vrai. Bonne soirée, merci. Bon courage, à bientôt. Et puis j'accueille notre dernier invité, Monsieur Victor Daviet, est parmi nous. Salut Bonjour. Victor. Donc freerider, snowboarder pro, on ne te présente plus sur cette antenne. Tu es l'organisateur des Safety Shred Days. On arrive à la 3e édition, gentiment. Ce sera début janvier du côté de Arèche-Beaufort, car on ne le répète jamais assez, la sécurité en montagne, c'est l'affaire de tous. Exactement. Comment ça a commencé cette aventure, les Safety Shred Days pour toi ? Alors, moi, je suis snowboarder professionnel spécialisé dans le freestyle et le freeride, donc le hors-piste. Et j'ai eu des mauvaises expériences durant ma carrière, des avalanches. Donc, ma première avalanche, c'était en Alaska en 2014, sur ma toute première descente. Et l'Alaska, il faut savoir que c'est vraiment énorme. Le voyage pour les snowboarders freeride. Donc, lors de ma toute première descente, j'étais avec Absinthe Film, qui est une grosse production de snowboard. Et lorsque je me suis élancé au 3e virage, hop, toute la face a craqué. Et je n'ai pas réussi à m'en sortir. Donc, comme on peut le voir sur les images, j'essaye de m'en sortir. Je me fais prendre par l'avalanche, je déclenche mon airbag. Et là, je suis passé très proche de la correctionnelle. Et je m'en suis bien sorti. J'étais quand même dégagé jusqu'aux épaules. Donc j'ai pu m'en tirer, je dirais, sain et sauf. Et suite à ça, j'ai eu une nouvelle avalanche en 2016. J'ai eu un ami qui a vraiment eu chaud aussi dans une avalanche. Et ça a fait un déclic chez moi où je me suis dit, voilà, ça a beau être sur des shootings pro, on a besoin d'être plus formé. Si une avalanche, comme j'ai vécu, arrive à la maison et que nous ne sommes pas sur un shooting pro, il va y avoir des accidents, des expériences négatives. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas actuellement de formation adaptée et je vais apporter quelque chose au milieu qui, moi, m'a tout apporté. Donc, une formation adaptée pour les freeriders, les jeunes, avec une ambiance décontractée mais professionnelle et des tarifs abordables pour que tout le monde ait l'opportunité de se former. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment le problème ? C'est des gens qui restent totalement inconscients des dangers de la montagne, voire des gens qui sont équipés en se disant c'est bon, j'ai l'airbag, je peux passer partout, je suis en sécurité ? J'étais en montagnère et encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont peut-être pas conscience que tout peut basculer en une avalanche, même en bord de piste.
ou des personnes qui n'ont pas l'opportunité aussi de se former. Le but, c'est vraiment avec cet événement, donc c'est un rassemblement de début de saison pour les pratiquants hors piste, les freeriders, que ce soit pour les professionnels, donc les athlètes pros comme moi, ou pour les pratiquants hors piste, autour de 2 thèmes. Donc une formation avalanche sur la gestion des risques et le secours en montagne, puis la pratique tous ensemble. Voilà. Alors, c'est vraiment le rappelle, un gros rassemblement. On le rappelle, c'est du 4 au 5 janvier du côté d'Arèche. Aujourd'hui, il reste des places, il faut s'inscrire. Comment ça se passe? Il reste quelques places pour que ça reste qualitatif. On a ouvert jusqu'à 160 personnes sur la journée du samedi. Et il reste quelques places, c'est sur le site d'Arèche-Beaufort. Voilà. Alors, c'est un petit peu moins que l'année dernière. Je lisais 210 participants, beaucoup de jeunes. Exactement. Alors, c'est 160 sur la journée du samedi. Mais ensuite, il y a une journée privée pour les clubs le 3 janvier. Et là, on attend jusqu'à 90 enfants. Voilà. Alors, au-delà du côté rencontre avec les snowboarders pros, avec les mythes, entre guillemets, de la discipline, est-ce que les clubs et les locaux, ils sont demandeurs de ça? Est-ce que finalement, il faut aller à leur contact pour essayer de leur dire « Viens, inscris-toi, c'est important » ou alors c'est eux qui tout de suite font la démarche? Alors, pour les clubs, l'année dernière, c'était une nouveauté et ça a vraiment… c'était génial. Juste de pouvoir transmettre un peu notre passion aux enfants. Voilà, on a eu des super bons retours des enfants, des coachs. Les enfants étaient trop contents d'apprendre et on voyait vraiment leur motivation, donc c'était vraiment un plaisir. Maintenant, pour les locaux, on a vachement de locaux qui nous disent « Ah, est-ce que si on a le forfait saison, on peut quand même s'inscrire ?» Donc ça montre que les locaux sont aussi motivés pour participer et ça fait plaisir. Voilà. On le rappelle, c'est pas parce qu'il y a l'équipement, le DVA, la sonde, la pelle qu'on est en sécurité, il faut encore savoir l'utiliser derrière. Exactement. La base, quand on va en hors-piste, c'est d'avoir le matériel, de savoir l'utiliser, donc d'être formé. Et cette formation est faite pour ça. Le samedi, donc, c'est la journée sécurité. Ça se passe en 2 parties. Une partie petit-déj conférence par Johan Gaume, qui est ingénieur-chercheur en avalanche, sur le thème des avalanches. Et ensuite, l'après-midi, ça se passe sur la neige. C'est des ateliers organisés par l'ANENA, l'Association nationale de la neige et des avalanches. Et là, on a 3 niveaux de formation, novice, expert et une formation pour les pros qui sera donnée par Tony Lamiche et qui est le guide Michelin. Voilà. L'ami Tommy Lamiche, qu'on connaît bien déjà et qu'on salue sur cette antenne. Tu disais ça s'adresse également aux pros. Ça veut dire qu'on peut avoir des connaissances et ça peut juste faire une petite piqûre de rappel. Je pense que une formation secours en montagne, ça ne se fait pas une fois dans sa vie. Ça se fait, si on pratique le hors-piste, ça se fait tous les ans, piqûre de rappel. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va gagner, on va apprendre des nouvelles choses, rafraîchir ses petits réflexes. C'est là qu'on va gagner un peu de temps si un accident se produit. Top. Le message est passé, on vous le répétera jamais, restez prudent en altitude, ça ne pardonne pas tout simplement. Merci beaucoup Victor d'avoir participé à cette émission, bon courage pour la suite, j'imagine que la saison elle commence. Et la saison a déjà bien commencé, il y a beaucoup de neige donc on reste prudent mais on profite bien déjà. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup, on est déjà à la fin de cette émission, tout de suite restez avec nous car c'est le JT juste après la pub, on se retrouve juste après, à tout de suite.